Salut, j'espère que vous allez bien. Vous savez l'ambition avec cette... 2 secondes. Voilà, là c'est mieux. Quand j'ai commencé cette rétrospective, mon ambition était de remettre à jour mes souvenirs que j'avais sur les classiques d'animation Disney. Oui, parce que la plupart du temps, ces films, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Je suis sûr que la plupart de mes souvenirs sont altérés. Et justement, en ayant vu Pinocchio, jamais été aussi vrai. Bonjour à tous, bonsoir à toutes, je suis le Saltimbanque et bienvenue dans Ricade. On perd pas de temps, on commence tout de suite avec le résumé. Dans un petit village en Italie, un vieux sculpteur sur bois nommé Geppetto vit seul avec son chat Figaro et Cléo, son poisson rouge. On a tous eu en étant enfant des crushs sur des personnages Disney. Pour moi par exemple, c'était La Belle au bois dormant. Et j'imagine que pour d'autres ça devait être Ariel ou Aladdin. Ou alors peut-être des trucs plus exotiques, comme par exemple la voiture dans Cars. Mais ma question c'est que je trouve que Cléo est vachement sexualisée pour un poisson. Je me demande très sincèrement s'il n'y a pas des gens qui ont crushé sur ce poisson quand ils étaient enfants. Et si c'était votre cas, je comprends. Mais c'est un poisson. Il crée une marionnette qu'il baptise Pinocchio. Son souhait le plus cher est que cette marionnette devienne un vrai petit garçon. Durant la nuit, la fée bleue réalise son rêve et donne vie à la marionnette. Mais il ne deviendra un vrai petit garçon qu'à la seule condition qu'il s'en montre digne. Jiminy Cricket, un grillon ayant trouvé refuge chez Geppetto, un moyen plus joli pour dire que c'est encore un squatteur de l'univers Disney. Déjà Blanche-Neige qui squatte la maison des nains, maintenant Jiminy, on te voit Disney. Je te vois. Jiminy se voit attribuer la tâche d'être la bonne conscience de Pinocchio. Mais la tâche s'avère compliquée. Si je vous demande vos souvenirs sur ce personnage, logiquement vous allez peut-être me dire que c'est quelqu'un de sage, qui a des bonnes valeurs, qu'il donne de bons conseils à Pinocchio peut-être. Et bah en vrai pas tant que ça. Jiminy est la pire conscience qu'on puisse avoir. Et pour vous le prouver, on va mettre ici un petit compteur de tous les moments où Jiminy est une merde qui ne sert à rien. Envoûté par le charme de la fée bleue, Jiminy accepte son rôle de conscience. Le lendemain, sur le chemin de son premier jour d'école, Pinocchio se fait aborder par 2 escrocs, le renard Grand Coquin et Gédéon le chat. Mais on pourrait se demander où est Jiminy ? N'est-il pas censé conseiller Pinocchio d'aller sur le chemin du savoir et de l'école ? Eh bah si, c'est ce qu'il devrait faire, sauf qu'il s'est pas réveillé. Les 2 escrocs parviennent à l'entraîner chez Stromboli le marionnettiste en lui faisant miroiter une vie d'artiste. Et après un spectacle durant lequel Jiminy mate les marionnettes, Stromboli refuse de laisser le pantin rentrer chez lui, le considérant désormais comme sa propriété. Jiminy, qui juste avant a laissé tomber Pinocchio, fait demi-tour et tente de le libérer, mais ne parvient pas à débloquer la serrure de la cage. La fée bleue apparaît et questionne Pinocchio sur sa situation. Et même si au départ Jiminy incite Pinocchio à dire la vérité, il change très vite d'avis quand il comprend que lui-même est fautif dans cette situation. Mais entre chaque mensonge, son nez grandit à vue d'œil. Si je vous dis Pinocchio, c'est quoi les premiers mots qui vous viennent en tête ? Jiminy ? Geppetto ? Mais surtout, je pense c'est le nez qui s'allonge. Et bah devinez quoi ? Cette scène du nez qui s'allonge, on ne le voit que pendant cette scène. Le nez qui s'allonge de Pinocchio, c'est un truc qui est tellement propre au personnage que ça m'étonne qu'on le voit que une fois dans tout le film. Et puis surtout, quand tu vois d'autres œuvres qui adaptent l'histoire de Pinocchio, il est toujours en 2 phases. D'abord la découverte du nez qui s'allonge quand on ment, et plus tard l'utilisation de cette faculté pour sortir d'une situation. En gros, c'est le fusil de Tchekhov. Le fusil de Tchekhov, c'est une règle de narration qui sert à enlever le superflu dans une histoire. La règle de base, elle dit que si t'as un fusil dans l'acte 1, il faut que tu t'en serves soit dans l'acte 2 ou l'acte 3. Sinon, ce fusil, bah, il sert à rien. Et bah là, du coup, pour nez qui s'allonge, c'est un peu pareil. On te montre le fait qu'il s'allonge, mais c'est tout. On s'en sert pas plus tard. Du coup, je trouve ça un peu dommage. Il reconnaît qu'il a menti et qu'il a eu tort de ne pas aller à l'école. Indulgente, la fée bleue libère Pinocchio, l'avertissant toutefois que c'est la dernière fois qu'elle lui viendra en aide. Littéralement 2 secondes plus tard, Grand Coquin et Gédéon retrouvent Pinocchio et le persuadent de les suivre à nouveau. La fée bleue, c'est vraiment un gros pigeon en fait. Mais cette fois, il l'emmène voir un cocher qui est littéralement le fils du diable pour rejoindre l'île enchantée. L'île sur laquelle on emmène tous les enfants méchants. Sur cette île, Pinocchio joue de l'argent, fume, boit de l'alcool. Où est passé Jiminy Cricket ? Voir Pinocchio dans cette débauche absolue devrait le révolter. Eh ben non, il s'est encore barré. Sur l'île, Pinocchio se fait un pote du nom de Crapule. Un voyou qui a décidé de prendre Pinocchio sous son aile. Pinocchio, il a eu l'audace de dire à Jiminy que Crapule était son meilleur ami. Et du coup, vexé, il s'est barré et a laissé Pinocchio dans la merde. Peu de temps après, il découvre la terrible malédiction liée à l'île enchantée. Les enfants se transforment en ânes, qui sont ensuite vendus dans des mines de sel ou des cirques.
Et cette scène me permet de vous parler d'une théorie que je connais depuis plusieurs années. Mais là, on va sortir de chez Disney pour aller dans le monde de DreamWorks. Oui, on va parler de Shrek. Shrek, vous connaissez, c'est un univers où on retrouve plein de personnages de contes de fées, notamment des contes de fées qui ont été adaptés par Disney. Vous voyez, on peut même retrouver Blanche-Neige et Pinocchio d'ailleurs. Mais une question que beaucoup de fans se sont demandé, d'où vient l'âne? Bah ouais, dans Shrek, il est jamais dit de quel univers vient l'âne. Et si l'âne était l'un des enfants méchants de l'île enchantée? Oui, car dans le film, on voit que certains ânes ont gardé le pouvoir de parler. Peut-être que l'âne fait partie de l'univers de Pinocchio. Jiminy, qui a encore retourné sa veste, aide Pinocchio à s'enfuir de l'île avant qu'il se transforme totalement en âne. Épuisé, Pinocchio et Jiminy retournent chez Geppetto, où ils découvrent la maison vide et une lettre rédigée de sa main. Écrite de sa main, oui, mais surtout transmise par la Fée Bleue. Vraiment, dans ce film, la Fée Bleue, c'est le symbole de la tolérance et de la patience. Parce que ça aurait été moi, le petit pantin de merde là, ça fait longtemps que je t'en ai mis ça dans un feu de cheminée. Il annonce qu'il est parti en mer avec ses animaux à la recherche de son fils. Malheureusement, il a été avalé par Monstro, une redoutable et immense baleine. Pour retrouver Geppetto, Pinocchio et Jiminy plongent dans l'océan et ne tardent pas à rencontrer la baleine, qui finit par les avaler. Enfin les deux, non, juste Pinocchio. Jiminy, lui, il est dehors, devant la baleine. On change pas une équipe qui gagne. À l'intérieur, il retrouve Geppetto et ses compagnons. Afin de sortir de là, Pinocchio a l'idée de faire brûler du bois pour obliger Monstro à éternuer. L'idée fonctionne, mais enrage la baleine qui les poursuit et détruit leur radeau. Geppetto, ne sachant pas nager, demande à Pinocchio de rejoindre le rivage sans lui. Le pantin refuse et tente héroïquement de protéger son père en l'entraînant vers la plage. Dans sa fureur, la baleine percute un rocher, créant une vague gigantesque qui dépose Geppetto et les autres sur une plage. Tout le monde est sain et sauf Pinocchio qui gît inerte sur le sable. Geppetto, Jiminy, Cléo et Figaro rentrent chez eux avec le corps de Pinocchio. Alors qu'ils sont près de sa dépouille, la Fée Bleue apparaît et déclare que Pinocchio a prouvé qu'il méritait de revenir à la vie et d'être un vrai petit garçon. Putain la vache, c'est super hardcore. Pour tous les petits garçons qui nous regardent, déjà, qu'est-ce que vous faites sur cette vidéo? Et surtout, je vous rassure, vous n'avez pas besoin de faire autant pour être considérés comme des gentils garçons. Enfin, je crois. Tout le monde fête joyeusement cet événement. Quant à Jiminy, il reçoit sa médaille de conscience officielle de Pinocchio. Médaille qu'il n'a pas méritée du tout. Bon, qu'est-ce qu'on a pensé de ce film? Et bah franchement, comme pour Blanche-Neige, c'est un très bon film. Et je trouve que sur beaucoup de points, il est beaucoup mieux que Blanche-Neige. Déjà, il est putain d'ambitieux. Dans ce film, au niveau de l'animation, on retrouve plein de bonnes idées créatives. Rien qu'avec le personnage de Pinocchio. Avec ce personnage, tu peux le mettre à peu près dans tous les sens que tu veux. Et puis même, il y a d'autres idées d'animation qui sont marrantes, comme par exemple l'idée du reflet de Pinocchio dans le bocal de Cléo. Ou encore, la scène d'arrivée de Jiminy est montrée avec un plan en vue subjective. Et toutes ces bonnes idées d'animation, ça donne un truc au film que Blanche-Neige n'avait pas. L'humour. Les moments qui me faisaient le plus rire notamment, c'était les interactions qu'il y a entre Pinocchio et Jiminy. Les deux ont une relation un peu de buddy movie. Alors oui, j'ai beaucoup critiqué Jiminy dans cette vidéo, mais je pense qu'il a surtout été pensé comme un personnage comique. Alors que pour moi de base c'était genre Dumbledore ou Gandalf, tu vois. Quelqu'un de sage. D'ailleurs en parlant de sage, il faut qu'on parle d'un autre truc. Le film est très moralisateur. Il y a un truc qui m'a marqué avec ce film, c'est qu'il y a beaucoup de méchants. T'as Grand Coquin, t'as Gédéon, t'as Stromboli, t'as le Cocher, et à la fin t'as Monstro. Quand même, ça fait du monde. Et en plus de ça, les méchants, ils sont vraiment terrifiants. En fait, j'ai l'impression que le message du film, c'est que quand t'es enfant, tout le monde est un danger. Et que le seul moyen de réussir dans la vie, c'est de bien écouter tes parents. On rappelle que le film est sorti dans les années 40. Les valeurs de l'époque étaient bien différentes d'aujourd'hui. Même si le conseil de ne pas suivre des inconnus est toujours un bon conseil aujourd'hui. J'aimerais vous donner une autre manière de voir ce film. Pinocchio, pour moi, c'est une métaphore de la relation entre un artiste et l'œuvre qu'il crée. Il y a un truc qui est paradoxal quand on est artiste, que quand on crée une œuvre, et bah cette œuvre, elle nous appartient plus. Enfin, pas vraiment. Bien sûr, c'est nous qui l'avons créée, mais elle appartient à toutes les personnes qui pourront soit l'utiliser, soit la regarder. Par exemple, si moi je me mets à peindre quelque chose, vous allez pas forcément voir la chose que moi j'ai vue dedans. Mais le problème, c'est que des fois, quand notre œuvre est utilisée par d'autres, bah, elle peut être mal utilisée. Et c'est là où on va un peu réanalyser les méchants de Pinocchio. Stromboli, lui, il utilise Pinocchio pour faire de l'argent et faire des spectacles. Donc là, on parle vraiment d'une exploitation de cette œuvre jusqu'à la moelle. Le Cocher, lui, il emmène Pinocchio à l'île enchantée et Pinocchio se transforme là-bas. Limite, il est déformé. L'œuvre qui a été à fond exploitée finit par être déformée. Et à la fin, avec Monstro, bon là, je suis un peu moins sûr, mais je dirais que ce serait peut-être une métaphore des littéralement gros poissons qui décident de dévorer l'artiste. On se retrouve pour le prochain épisode. Sur ce, abonnez-vous. Bisous!